Ma mère m'a laissé notre maison à sa mort, mais mon beau-père m'a mise à la porte et m'a dit que je devrais payer un loyer pour y rester. Je n'ai rien dit et je suis parti. 15 ans plus tard. Je leur ai fait une surprise. Tôt ce matin et à accent grave, les gendarmes ont fait irruption. Tout le monde s'est mis à crier et à se débattre. Je m'appelle Clarisse Dubois. J'ai 24 ans. Et la première maison que j'ai jamais aimée est la même que j'ai été forcé de quitter à l'âge de 9 ans. Mon père est décédé alors que j'étais encore assez jeune pour penser que les adultes disaient toujours la vérité et que l'on restait à la maison avec les gens qui nous aimaient. Il m'avait laissé cette maison à 2 étages dans la banlieue parisienne. Et pendant un petit moment, j'ai cru que cela signifiait que j'appartiendrais toujours à cet endroit. J'avais tort. Quelques semaines seulement après les funérailles, ma mère a fait entrer un nouvel homme dans la maison. Un homme à la voix rauque, travaillant dans un entrepôt, et dont l'assurance envahissait la pièce avant même toute trace de gentillesse. Elle m'a dit que je devais l'appeler papa. J'ai refusé. Je me souviens encore de la façon dont il m'a regardé après cela, comme si j'étais un problème encombrant une maison qu'il avait déjà décidé être la sienne. Puis est venue la phrase qui est restée avec moi plus longtemps que les funérailles, plus longtemps que le silence, plus longtemps que les années que j'ai passées à faire semblant d'avoir tourné la page. Il m'a dit que si je voulais continuer à vivre là, je devais payer un loyer comme tout le monde. J'avais 9 ans, je me tenais dans le couloir de la maison que mon propre père m'avait laissée, et on me disait que j'étais une invitée dans ma propre vie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai pris un petit sac, j'ai ravalé tout ce que je voulais dire, et je suis sorti pour aller vivre chez ma grand-mère. Je n'ai rien dit alors, mais le silence a sa façon de montrer les dents quand on lui donne assez d'années. 15 ans plus tard, ceux qui pensaient que je ne reviendrais jamais ont découvert exactement ce que j'avais gardé en moi pendant tout ce temps. Vivre chez ma grand-mère aurait dû sembler temporaire au début, comme l'un de ces étranges détours de l'enfance que les adultes promettent de rendre bientôt compréhensible, mais il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que personne ne viendrait réparer ce qui s'était passé. Ma grand-mère, Evelyne, ne m'a jamais menti comme les autres adultes. Elle ne m'a pas dit que tout reviendrait à la normale parce qu'elle savait que ce ne serait pas le cas. Elle a juste fait de la place pour moi dans sa petite maison d'une ville de banlieue voisine, a rangé mes vêtements dans une commode qui sentait encore le cèdre, et a commencé à me reconstruire, un jour ordinaire après l'autre. J'allais à l'école. Je faisais mes devoirs à sa table de cuisine. J'ai appris à garder ma voix calme quand on me demandait où j'habitais. Maintenant, pendant les vacances, j'ai appris à sourire quand quelqu'un disait « la famille, c'est tout ». Parce qu'à ce moment-là, je savais déjà que la famille pouvait aussi être la première chose qui vous apprenait à quel point on est jetable. Ma mère ne venait juste assez que pour maintenir la plaie à vif. Quelques fois par an, elle passait dans un joli manteau, portant une tarte de supermarché ou un petit cadeau qui ressemblait toujours plus à une excuse qu'à une offrande. Elle parlait de la vie devenue si trépidante, des difficultés du mariage, de toutes les responsabilités qu'elle avait maintenant, et d'une manière ou d'une autre, aucun de ses discours n'incluait de véritables excuses. Elle n'a jamais dit « Je suis désolée d'avoir laissé un étranger te parler ainsi dans la maison de ton père ». Elle n'a jamais dit « Je suis désolée de t'avoir laissé découvrir ce que le rejet signifie avant même tes 10 ans ». Au lieu de cela, elle parlait de sacrifice, de la complexité des adultes, et me disait qu'un jour je comprendrais. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait construit une nouvelle vie, et j'étais la pièce qui ne correspondait pas au meuble. Elle avait donné ma chambre. Elle avait fait de mon père un sujet que personne ne voulait aborder. Elle avait permis à cette maison de devenir la leur dans les conversations bien avant qu'il n'ait le droit de l'appeler ainsi. En grandissant, j'ai cessé d'attendre de la chaleur de sa part. J'ai cessé d'attendre que les anniversaires aient de l'importance. J'ai cessé d'espérer que la fête de Thanksgiving inclurait une invitation qui semblait sincère. Ma grand-mère ne m'a jamais poussé à la haïr. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'ai grandi avec une conscience plutôt qu'avec une amertume débordante. Elle m'a appris à gérer la douleur sans qu'elle ne me ronge de l'intérieur. Elle m'a également appris quelque chose d'autre qui allait compter plus tard. Elle conservait les papiers. Chaque avis d'imposition, chaque lettre, chaque copie du testament, chaque document officiel lié à la succession de mon père allait dans une boîte métallique fermée à clé dans son placard jusqu'à ce que je sois assez grande pour comprendre ce que tout cela signifiait. Quand j'ai eu 18 ans, elle m'a assise à la table de la cuisine et a fait glisser la boîte vers moi comme si elle contenait une seconde version de ma vie. Ce jour-là, j'ai lu le nom de mon père sur ces pages avec des yeux d'adulte. Daniel Dubois, unique propriétaire
propriété transférée par testament à sa fille, Clarisse Dubois. La signature de ma mère y figurait également, reconnaissant le transfert. Mes mains ont tremblé quand je l'ai vue, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que pour la première fois, j'avais la preuve que ce qui m'était arrivé n'était pas seulement cruel. C'était une injustice que la loi pouvait comprendre. Pourtant, je n'ai rien fait. Je suis allé à l'université. J'ai obtenu un diplôme en marketing à une université d'État. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de logiciels immobiliers en plein Paris. J'ai construit une vie qui semblait stable de l'extérieur. Et pendant un temps, je me suis convaincu que la stabilité était suffisante. Mais même alors, je gardais ces documents dans mon propre coffre-fort, rangés derrière de vieux bulletins scolaires et la montre de mon père, parce qu'une partie de moi savait que l'histoire n'était pas terminée. Certains pensent que la vengeance commence par la colère. La mienne a commencé par la patience. À l'âge de 24 ans, ma vie ressemblait enfin à quelque chose dont ma grand-mère pouvait être fière. J'avais un emploi stable, un appartement propre dans une banlieue résidentielle agréable, et un homme dans ma vie qui n'a jamais confondu le contrôle avec l'amour. Étienne Leclerc était le genre de personne qui écoutait jusqu'au bout une réponse, au lieu de préparer la sienne pendant que vous parliez encore. Il était ingénieur civil, pratique de la meilleure des manières, chaleureux dans le calme. Et quand il m'a demandé en mariage un samedi soir froid près de la Seine, ma première pensée n'a pas été pour la bague. C'était pour un foyer, un vrai foyer, pas l'appartement que je louais, pas le petit endroit sur que ma grand-mère m'avait fait par gentillesse. J'ai pensé à la maison à 2 étages en banlieue que mon père avait achetée avant ma naissance. Celle avec le porche étroit et l'érable à l'arrière. Celle que je voyais encore en rêve exactement comme elle l'avait été avant que le chagrin et l'égoïsme n'y emménagent. Étienne et moi avons commencé à chercher des maisons comme le font les couples fiancés. Avec trop d'onglets ouverts et trop de chiffres griffonnés sur des bloc-notes, nous avons visité des endroits aux murs gris fades, de minuscules jardins et des îlots de cuisine qui semblaient mis en scène pour des gens qui ne cuisinaient jamais. Nous avons parlé des taux hypothécaires, des temps de trajet, et si nous voulions quelque chose de clé en main, ou quelque chose que nous pourrions personnaliser. Puis un dimanche après-midi, alors que nous rentrions d'une visite dans une autre ville de banlieue, Étienne m'a posé une simple question, si tu pouvais vivre n'importe où irais-tu? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que la réponse m'embarrassait. Il me semblait enfantin de toujours vouloir la maison que j'avais perdue à 9 ans. Mais une fois la pensée apparue, elle ne voulait plus s'en aller. Cette nuit-là, je suis allé seul chez ma grand-mère. Elle a posé son regard sur mon visage et a su exactement où mon esprit s'était évadé. Nous nous sommes assises à la même table de cuisine où j'avais autrefois lu le testament, et je lui ai posé des questions que j'avais passé des années à éviter. Y vivait-il encore? Avait-il jamais versé quoi que ce soit pour la propriété? Quelqu'un avait-il contesté le testament à nouveau? Ma grand-mère a répondu à chaque question avec soin. Oui, ils y étaient encore. Non, ils ne m'avaient jamais versé un centime. Et non, personne n'avait rien annulé parce que les documents étaient inattaquables. Puis son expression a changé. Elle m'a dit que les choses étaient devenues difficiles dans cette maison. Marc avait perdu son poste de responsable d'entrepôt après une violente dispute avec son supérieur. Manon, sa fille, était en plein divorce houleux et avait emménagé de nouveau dans la maison avec des cartons, des dettes et un niveau d'exigence qui rendait l'endroit encore plus petit. Thomas avait enchaîné les petits boulots et avait commencé à emprunter de l'argent à quiconque voulait croire ses promesses. Ma mère essayait de sauver les apparences, mais la banque avait commencé à appeler pour d'autres dettes, et on disait à l'église qu'ils pourraient être sur le point de perdre plus que leur fierté. Je me souviens d'être assise là, les mains autour d'une tasse de café froid, attendant de ressentir de la satisfaction. Je n'en ai pas ressenti. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus aigu et plus clair. La clarté. Ils n'avaient pas seulement profité de moi. Ils avaient pris le dernier cadeau de mon père et l'avaient traité comme un abri gratuit pour toutes leurs mauvaises décisions. Pendant qu'Étienne et moi faisions un budget, construisions et planifions honnêtement, ils vivaient dans une maison qui ne leur avait jamais appartenu. S'appuyant sur un mensonge qu'ils avaient répété si longtemps qu'ils avaient probablement fini par y croire eux-mêmes. Ma grand-mère, étant celle qu'elle était, m'a dit de ne pas laisser l'amertume dicter ma prochaine étape. Elle a dit que si je faisais cela, je devais le faire parce que c'était juste, et non parce que ce serait agréable de les voir paniquer. Ce conseil est resté avec moi. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le coffre-fort de mon placard et j'ai étalé les papiers sur le sol, le testament, les documents de transfert,
les reçus fiscaux, les copies de la correspondance de l'avocat de la succession. Les preuves n'avaient pas l'air dramatiques. Elles avaient l'air ennuyeuses, officielles, presque froides. Mais pour moi, c'était comme 15 ans de silence se transformant enfin en une voix. J'ai appelé une avocate spécialisée en droit immobilier le lendemain matin avant le travail. Elle s'appelait Maître Sophie Duval. Et après 20 minutes au téléphone, elle a prononcé la phrase qui a tout changé: « Clarisse, si ces documents sont ce que vous dites, vous avez tout à fait le droit de récupérer votre maison. » La première chose que Maître Duval m'a dite, c'est de ne rien faire d'émotionnel, d'impulsif ou de théâtral. Elle a dit, les gens perdent des affaires solides tous les jours parce qu'ils sont avides de spectacle avant d'obtenir un résultat. Alors, j'ai écouté. J'ai rassemblé tous les documents qu'elle a demandés, j'ai scanné chaque page, j'ai envoyé la preuve que les impôts fonciers avaient continué d'être payés grâce aux arrangements successoraux et plus tard grâce aux fonds que ma grand-mère m'avait aidé à gérer. Et j'ai répondu à toutes ces questions avec le genre de précision que le chagrin m'avait enseigné. Quand elle a été satisfaite, elle m'a dit de donner une chance à ma mère de répondre comme une personne décente avant que nous n'escaladions. J'ai écrit le courriel moi-même. Je l'ai gardé poli, court et impossible à interpréter comme une agression. J'expliquais que j'avais l'intention de reprendre possession de la maison que mon père m'avait laissée. Je disais que je prévoyais de la réparer et d'y emménager après mon mariage. Je demandais que nous gérions la transition de manière respectueuse et privée. J'offrais même un délai raisonnable pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions. J'ai lu ce courriel 5 fois avant de l'envoyer, et chaque version de moi-même qui avait toujours désiré une mère était encore assez vivante pour espérer que la réponse ferait un peu moins mal que les années. Ce ne fut pas le cas. Sa réponse est arrivée le lendemain matin. 3 lignes, froides, laconiques et presque irritées que j'ai interrompu sa journée. Elle m'a dit de ne pas déranger sa famille avec de vieux drames. Elle a dit que la maison était leur foyer depuis des années. Puis elle a terminé par la phrase qui a finalement anéanti ce qui restait de mon hésitation: cesse de nous déranger. Pas, parlons-en. Pas, c'est douloureux. Pas, je sais que je te dois une explication. Juste, cesse de nous déranger. Comme si j'étais une étrangère instable envoyant des courriels importuns au lieu de la fille qu'elle avait regardée se faire chasser de sa propre porte. J'ai transféré la réponse à Maître Duval et elle m'a appelé dans l'heure pour me dire ce que je savais déjà. Nous avions fini d'essayer la manière douce. Pourtant, avant que la notification légale ne soit envoyée, j'ai commis une erreur. Je suis allé à la maison. Une partie de moi avait besoin de la voir avec des yeux d'adulte. Avait besoin de me tenir devant elle et de laisser la réalité soit correspondre, soit corriger la version que j'avais portée dans ma tête pendant 15 ans. Le quartier semblait plus petit que dans mes souvenirs, mais la maison elle-même m'a frappé comme un coup de poing à la poitrine. Le porche avait été repeint d'une affreuse couleur sombre. Les parterres de fleurs que mon père entretenait avaient disparu, remplacés par du gravier et des bordures en plastique. Un panier de baskets rouillé penchait au-dessus de l'allée. Même depuis le trottoir, je pouvais voir qu'ils avaient changé les fenêtres avant, et mal fait. L'ensemble de l'endroit avait l'air fatigué d'une manière qui m'a instantanément mise en colère, comme si la négligence elle-même était devenue une insulte de plus. J'aurais dû partir alors. Au lieu de cela, je me suis avancé et j'ai frappé. Ma mère a ouvert la porte, et pendant une seconde, je n'ai vu que l'âge. Elle semblait plus vieille que je ne l'avais imaginé, plus petite, d'une certaine manière, avec une tension figée au coin de sa bouche comme si elle était devenue partie intégrante de son visage. Puis la reconnaissance a durci son expression, et le moment est passé. Elle ne m'a pas invité à entrer. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle s'est contentée de me regarder comme si j'étais là pour lui vendre quelque chose qu'elle ne voulait pas. Avant même que je puisse parler, la voix de Marc est venue de plus profond à l'intérieur de la maison, demandant qui c'était. Il est apparu dans le couloir quand il m'a vu, plus imposant que ne l'avait conservé ma mémoire. Plus grisonnant maintenant, mais toujours porteur de cette même confiance repoussante qui avait un jour dit à une enfant de payer un loyer. Il a ri sans humour et a dit que j'avais du culot de me présenter après toutes ces années. Je lui ai dit calmement que j'avais tout à fait le droit d'être là. Il s'est rapproché et a dit que non, je n'en avais pas, car c'était sa maison et le foyer de sa famille. Ma mère s'est tenue là et l'a laissé dire. Elle ne l'a pas corrigé. Elle n'a pas eu l'air honteuse. Elle s'est contentée de croiser les bras et de me regarder comme si elle attendait que je fasse un scandale pour qu'il se sente justifié. J'ai regardé par-delà eux dans le couloir et n'ai vu presque rien de mon père. Aucune photo encadrée,
aucune vieille console, aucune trace de l'homme qui avait travaillé pour cette maison et m'y avait aimé. Je suis parti avant que ma colère ne devienne stupide. Quand je suis revenu à ma voiture, mes mains tremblaient si fort que je n'ai pas pu mettre la clé dans le contact du premier coup. Mais quand j'ai finalement démarré, j'étais plus calme que je ne l'avais été depuis des années. Certaines portes n'ont besoin de se refermer une dernière fois avant que l'on ne cesse de frapper et que l'on commence à utiliser la loi. Une semaine plus tard aurait marqué le 15e anniversaire de la mort de mon père, et j'ai décidé de le commémorer d'une manière qui correspondait à l'homme qu'il avait été. Il n'était pas flamboyant de son vivant, et je ne voulais pas d'une performance dramatique de deuil sur les réseaux sociaux après sa mort. Ma grand-mère et moi avons organisé un petit service commémoratif à l'église locale qu'elle fréquentait encore, le même endroit où mon père avait autrefois aidé à réparer des bancs desserrés et à transporter des tables pliantes au sous-sol pour les dîners communautaires. Nous l'avons gardé simple. Une courte prière, quelques fleurs, une collecte de manteaux d'hiver et de conserves en son nom. J'ai payé le café et les sandwichs pour tous ceux qui sont venus. Étienne s'est tenu à mes côtés tout au long de la planification sans jamais essayer de diriger quoi que ce soit, et cela seul m'a fait l'aimer davantage. J'ai envoyé une invitation par courrier à ma mère et une copie numérique également, car je voulais qu'il n'y ait aucune excuse plus tard, aucune histoire sur la façon dont elle n'aurait jamais été informée. Je savais déjà qu'elle ne viendrait probablement pas. Mais une partie de moi voulait que le dossier montre que j'avais offert la dignité avant d'exiger des comptes. Sa réponse n'est jamais venue. Au lieu de cela, 2 jours avant le service, j'ai reçu un SMS de Manon, la fille de Marc, d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que j'ai immédiatement reconnu à l'indicatif régional et au ton. Elle a écrit que déterrer les morts après 15 ans était pathétique et malsain, et que certaines personnes devaient passer à autre chose au lieu de punir tout le monde pour leurs problèmes d'enfance. J'ai fixé le message longtemps, non pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il me disait exactement comment il parlait de moi à l'intérieur de cette maison quand je n'étais pas là. Comme si j'étais le problème. Comme si la mémoire elle-même était une sorte de défaut de caractère. Je n'ai pas répondu. Le soir suivant, Marc a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai décroché. Il n'a pas pris la peine de saluer. Il est allé droit au but avec colère, m'accusant de harceler ma mère, de remuer de vieilles blessures, d'essayer d'embarrasser la famille et d'agir avec ingratitude après tout ce qu'ils auraient soi-disant fait pour moi. Ce mot, ingrate, m'a presque fait rire. Il y a quelque chose de vraiment incroyable chez les gens qui vous volent et exigent ensuite de la gratitude pour les parties qu'ils n'ont pas volées plus violemment. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il répète cette phrase sur la façon dont il m'avait hébergé, nourri et essayé de m'intégrer à la famille. Puis je l'ai interrompu et j'ai dit la vérité de la voix la plus calme que j'ai pu trouver, vous ne m'avez pas hébergé. Vous m'avez jeté dehors. Vous ne m'avez pas intégré à la famille. Vous vous êtes assuré que je comprenne que je n'en faisais pas partie. Et cette maison n'a jamais été la vôtre à offrir ou à refuser, en premier lieu. Il y a eu une pause sur la ligne, le genre qui vous dit que vous avez enfin dit quelque chose qui a fait mouche. Puis il a rétorqué plus fort cette fois, disant que mon père était parti, que la vie continuait, et que si j'avais la moindre décence, je laisserais les gens qui y vivent tranquilles. Je lui ai dit que le fait que mon père soit parti était précisément la raison pour laquelle je n'étais plus disposé à le faire. Il m'a raccroché au nez, mais non sans me prévenir que je faisais une erreur. Le service commémoratif a eu lieu le dimanche matin suivant. Ma mère n'est pas venue. Personne de cette maison non plus. Les personnes qui sont venues étaient ma grand-mère, Étienne, quelques parents âgés, des membres de l'église qui se souvenaient encore de mon père. Et 2 anciens voisins qui m'ont raconté des histoires que je n'avais jamais entendues sur la façon dont ils déblayaient les allées après les tempêtes de neige pour les personnes qui ne pouvaient pas le faire elles-mêmes. J'ai souri pendant la majeure partie, mais vers la fin, alors que je me tenais à côté de la table des manteaux donnés, j'ai eu l'un de ces moments étranges et calmes où le chagrin et la certitude cessaient de se combattre. Mon père ne m'avait pas laissé cette maison pour que je passe ma vie à me sentir coupable de vouloir la récupérer. Il me l'avait laissée parce qu'il m'aimait, parce qu'il voulait que quelque chose de stable et de protégé reste à moi, même s'il ne pouvait pas rester. Laisser cette maison aux mains de personnes qui l'ont effacée n'était pas de la miséricorde. C'était un abandon. Après le service, je me suis assise dans ma voiture sur le parking de l'église, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai envoyé un seul message à Maître Duval, ils ont eu leur chance. Déposez tout. Une fois le processus légal commencé, l'histoire a cessé d'être une question de mémoire et a commencé à être une question de preuve, de délai et du genre de pression dont on ne peut pas se débarrasser en pleurant.
Maître Duval a envoyé la première lettre de mise en demeure formelle, suivie d'un avis d'expulsion et de tous les documents nécessaires pour entamer l'action en revendication de possession. Elle m'a averti que les gens qui ont vécu aux dépens de la propriété de quelqu'un d'autre pendant des années ne partent presque jamais avec grâce, surtout quand ils se sont convaincus que la longévité équivaut à la propriété. Elle avait raison. En quelques jours, mon téléphone s'est illuminé de messages vocaux de ma mère qui variaient follement entre les larmes et le blâme. Une minute, elle sanglotait que je déchirais la famille. La minute d'après, elle m'accusait d'essayer de la rendre SDF par méchanceté. Puis est venue la culpabilité, comment peux-tu me faire ça? Après tout ce que j'ai porté sur mes épaules, après tout ce que j'ai survécu. Remarquez ce qui n'était jamais dans ces messages. Pas une seule fois elle n'a dit, je n'aurais pas dû laisser cela t'arriver. Pas une seule fois elle n'a dit, je t'ai déçu. Il s'agissait toujours de sa douleur, de sa peur, de son image. L'approche de Marc était plus directe. Il a laissé un message vocal en particulier que Maître Duval m'a immédiatement dit de sauvegarder à 3 endroits différents. Il a dit que je jouais un jeu dangereux, que je n'avais aucune idée de qui je bousculais, et que si je me présentais à nouveau à la maison sans prévenir, il s'occuperait de moi lui-même. Il n'en a pas dit assez pour paraître intelligent, car les hommes comme lui le sont rarement quand ils sont en colère. Il en a dit assez pour paraître menaçant, stupide et utile. Maître Duval a souri en l'entendant dans son bureau. Ce message, m'a-t-elle dit, est un cadeau. La maison de ma grand-mère est devenue leur prochaine cible. Ma mère est apparue à l'improviste un après-midi pendant que j'étais au travail, pleurant sur le porche, parlant assez fort pour que les voisins entendent, disant qu'elle voulait seulement parler de mère à fille et ne comprenait pas pourquoi j'étais devenue si froide. Ma grand-mère l'a fait entrer par politesse, mais non par faiblesse. Quand je suis arrivé, ma mère était assise à la table de la cuisine, exactement sur la chaise où j'avais fait mes devoirs d'orthographe après qu'elle m'y avait laissé pour de bon. L'ironie aurait été poétique si elle ne m'avait pas tant mise en colère. Elle s'est levée quand je suis entré et a immédiatement entamé la performance qu'elle connaissait le mieux. Des larmes, des mains tremblantes, une voix blessée. Elle a dit que je la punissais pour des erreurs commises il y a longtemps et que Marc avait été dur mais n'avait voulu que de l'ordre dans la maison. De l'ordre? C'était son mot pour décrire le fait qu'on disait à une enfant de payer un loyer pour rester dans sa propre maison. Je lui ai dit de ne pas réécrire ce qui s'était passé. Je lui ai dit que je n'étais pas confuse et que je n'avais plus 9 ans. Puis, parce que je l'avais porté assez longtemps, j'ai tout déballé. Je lui ai rappelé qu'elle avait regardé un autre homme revendiquer l'autorité sur moi avant même que j'aie enterré mon père dans mon cœur. Je lui ai rappelé que quand je vivais avec grand-mère, elle venait juste assez pour protéger sa conscience, pas assez pour me protéger. Je lui ai rappelé qu'il y avait eu des anniversaires qu'elle avait manqués, des Noëls qu'elle avait réduits à des visites hâtives, et des années de ma vie qu'elle avait traitées comme une branche gênante d'un arbre qu'elle avait déjà abattu. Elle a commencé à pleurer plus fort, mais je n'ai pas arrêté. Je lui ai dit que la partie la plus cruelle n'était même pas qu'elle les ait laissés prendre la maison. C'était qu'elle les ait laissés me faire sentir que j'avais imaginé ce qui était à moi. Elle a tenté une dernière tactique. Puis elle a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Elle a dit que Manon était déjà en difficulté après le divorce, que Thomas essayait de se remettre sur pied, que Marc était sous stress, qu'elle faisait de son mieux. Pour la première fois de ma vie, je lui ai répondu sans me soucier de savoir si elle m'aimerait encore après. Cette préoccupation m'avait maintenue trop douce pendant trop longtemps. Je lui ai dit que leur instabilité n'était pas mon héritage à porter. Je lui ai dit que j'avais passé 15 ans à construire une vie sans leur demander quoi que ce soit et qu'ils n'avaient pas le droit de se retourner maintenant et de me demander de sacrifier mon avenir pour qu'ils puissent continuer à vivre confortablement dans un mensonge. Elle est partie ce jour-là les yeux rouges et sans aucune victoire. Marc a appelé 2 fois cette nuit-là et 1 fois le lendemain matin. Je n'ai pas décroché. Maître Duval s'est occupé de tout après cela. L'audience elle-même a été presque anticlimatique, ce qui d'une étrange manière l'a rendue encore plus satisfaisante. J'avais passé des années à imaginer une confrontation dramatique où la vérité les percuterait enfin comme une tempête. Mais la salle d'audience était calme, contrôlée, et désintéressée par leur mythologie. Le juge a examiné le testament, les documents de transfert, la chaîne de possession, les avis et les communications. L'avocat de Marc a tenté de suggérer qu'il y avait eu un arrangement familial informel et a insinué que j'avais abandonné toute réclamation en attendant si longtemps. Maître Duval a mis fin à cela pièce par pièce. Une enfant ne peut consentir à être dépossédée de son propre héritage.
Une enfant déplacée ne perd pas la propriété parce que des adultes exploitent son silence. Une longue occupation ne crée pas de droit contre un propriétaire légitime dans ces circonstances. Leur parti a également commis l'erreur de trop s'appuyer sur la sympathie, les difficultés financières, le divorce d'une fille, les problèmes d'emploi, des années de résidence. Le juge a écouté poliment puis est revenu à la seule question qui importait, qui est propriétaire de la propriété? La réponse était moi. L'ordonnance de possession a été rendue, suivie des instructions d'exécution. En plus de cela, Maître Duval m'a conseillé de réclamer des dédommagements pour les modifications non autorisées et les dommages visibles aux parties de la maison qu'ils avaient altérées sans permis. Quand elle a expliqué que ces coûts pourraient également devenir leur responsabilité, je n'ai ressenti aucune excitation, juste un sombre sentiment d'équilibre. Les actions s'accumulent, la négligence s'accumule, le manque de respect s'accumule. La loi comptait enfin ceux qu'ils avaient passé 15 ans à prétendre sans importance. Ils avaient 30 jours pour se préparer. Et pourtant, ils ont traîné, argumenté, et espéré que je craque en premier. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que j'avais déjà survécu à la partie la plus difficile de cette histoire à l'âge de 9 ans. La paperasse était facile. Le matin où ils ont perdu la maison a commencé avant le lever du soleil. L'air avait cette morsure froide et vive que la fin de l'automne apporte à la banlieue parisienne, le genre qui réveille chaque nerf de votre corps, que vous soyez prêt ou non. Je suis arrivé dans un manteau sombre, Étienne d'un côté et Maître Duval de l'autre. Et même si j'avais imaginé ce moment plus de fois que je ne pourrais compter, la réalité était plus silencieuse que ne le sont habituellement les histoires de vengeance. Pas de musique, pas de discours, juste le son des pneus sur le pavé humide et les battements de mon propre cœur essayant de suivre le rythme de quelque chose qui était en retard de 15 ans. Quelques minutes plus tard, les huissiers de justice sont arrivés avec l'ordonnance du tribunal. C'était le détail qui comptait le plus pour moi. Je n'étais pas là pour intimider qui que ce soit, pour leur faire peur, ou pour les traîner dehors par une crise de rage mesquine. J'étais là parce que la loi avait examiné la vérité et m'avait donné raison. Les huissiers ont d'abord frappé, puis se sont annoncés. Ce qui s'est passé ensuite ressemblait presque exactement au chaos que j'avais autrefois imaginé, seulement plus triste de près, des cris de l'intérieur, un fracas quelque part près du couloir d'entrée, la voix de ma mère montant en panique. Marc aboyant par-dessus tout le monde comme si le volume pouvait changer la propriété. Quand la porte s'est finalement ouverte, la maison a déversé sa tension directement sur le porche. Ma mère avait l'air stupéfaite, pâle, et soudain plus vieille que je ne l'avais jamais vue. Marc semblait furieux, comme le sont les hommes faibles quand la pièce ne leur appartient plus. Derrière eux, j'ai aperçu Manon en pleurs et Thomas arpentant la pièce les mains dans les cheveux. Tous deux réalisant trop tard que l'arrogance n'est pas une défense juridique. Un huissier a lu l'ordonnance calmement et clairement. Il devait quitter les lieux. Toute obstruction supplémentaire créerait des conséquences additionnelles pour eux, pas pour moi. Marc a essayé d'argumenter, puis de prendre une pause, s'avançant comme s'il pouvait intimider un insigne comme il avait autrefois intimidé une enfant en deuil. Cela s'est terminé rapidement. Il a été averti une fois. Quand il a continué à pousser, son ton est passé de l'agression à la négociation si rapidement que cela aurait été drôle si cela n'avait pas pris 15 ans à être témoin. Il a demandé plus de temps. Il a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Il a dit que c'était de la cruauté. Je suis resté là à écouter et j'ai pensé au jour où je suis parti avec un petit sac et personne ne m'a demandé où j'allais dormir. Ma grand-mère m'avait accueilli parce que l'amour faisait de la place. Il m'avait mise dehors parce que la cupidité ne le faisait pas. Cette différence était tout. Les huissiers leur ont donné une courte fenêtre finale pour rassembler les essentiels et faire avancer le processus, et les 2 heures suivantes ont été le genre d'honnêteté le plus laid. Les gens vous montrent qui ils sont quand ils perdent quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu le droit de garder. Manon a pleuré comme si le monde l'avait trahi. Thomas a juré entre ses dents et a blâmé tout le monde sauf lui-même. Ma mère n'a cessé de me regarder, attendant un signe de douceur qu'elle pourrait encore utiliser. Marc s'est déplacé dans la maison par secousses et claquements, saisissant des objets avec l'indignation d'un homme outré que la conséquence ait enfin appris son adresse. Et là, j'étais là, debout dans l'allée de la maison que mon père m'avait laissée, me sentant non pas triomphante exactement, mais stable. Profondément, finalement stable. À un moment donné, ma mère s'est avancée vers moi et a demandé d'une voix brisée si j'allais vraiment faire cela. Je l'ai regardé et j'ai réalisé combien d'années j'avais gaspillé à espérer une mère alors que je me tenais devant une femme qui ne voulait qu'accéder à ma pitié, jamais rendre des comptes pour ma douleur.
Alors, je lui ai dit la vérité. J'ai dit que ce n'était pas moi qui faisais cela. Elle et Marc l'avaient fait il y a 15 ans quand ils avaient décidé que l'héritage d'une enfant était à eux d'occuper et que la place d'une enfant dans la famille était négociable. Tout ce que j'avais fait, c'était d'arrêter de les aider à faire semblant. Quand ils ont finalement été dehors avec des brassées de sacs et de cartons, la scène semblait presque trop juste. Les mêmes marches d'entrée, la même porte, la même maison. Seulement cette fois, je n'étais pas l'enfant qu'on renvoyait. J'étais la propriétaire légitime regardant les personnes qui m'avaient volé ma maison perdre l'abri qu'elles avaient bâti sur l'égoïsme. Avant de partir, Marc s'est retourné une fois avec un regard qui promettait qu'il voulait encore avoir le dernier mot. Il ne l'a pas eu. Maître Duval a remis à un huissier les documents attestant des dommages visibles et des altérations inappropriées à la propriété, et j'ai vu quelque chose s'effondrer sur le visage de Marc que la colère seule ne pouvait expliquer. Ce n'est pas seulement qu'il avait perdu la maison. Il avait perdu l'illusion qu'il n'y aurait jamais de facture pour les dommages que des gens comme lui laissent derrière eux. Après que les véhicules se soient éloignés et que le bruit se soit estompé, je suis resté là un long moment avant d'entrer. La maison sentait mauvais au début, rance, encombrée et inconnue. Mais sous tout cela, faible et tenace, il y avait quelque chose que je reconnaissais de l'enfance. Bois, poussière, vieille peinture, souvenirs. J'ai traversé chaque pièce lentement. Le salon où mon père s'endormait autrefois devant un match de football. Le couloir où on m'avait dit de payer un loyer à 9 ans. La cuisine où je m'asseyais sur le comptoir pour voler des fraises du bol avant le dîner. J'ai touché les cadres de porte comme si je me réintroduisais à une langue que j'avais autrefois parlé couramment. Étienne me suivait sans interrompre le silence. Dans la chambre du fond, j'ai finalement pleuré. Non pas parce que je regrettais ce que j'avais fait, mais parce que je comprenais depuis combien de temps je portais cette petite fille avec le sac préparé en moi. Récupérer la maison n'a pas effacé ce qui lui était arrivé. Cela a fait quelque chose de plus honnête encore. Cela lui a dit qu'elle avait eu raison depuis le début. Elle n'avait pas imaginé l'injustice. Elle n'avait pas réagi de manière excessive. Elle n'avait pas été trop sensible. Elle avait été lésée. Et un jour, elle était devenue quelqu'un d'assez fort pour le prouver. Au cours des mois suivants, Étienne et moi avons réparé tout ce que nous pouvions. Nous avons supprimé les pires des modifications négligentes. Nous avons repeint les murs. Nous avons restauré le porche d'entrée. J'ai placé une photographie encadrée de mon père dans l'entrée où personne ne la cacherait plus jamais. Quand notre mariage est arrivé, je suis sorti de cette maison en blanc au lieu d'en sortir avec un sac. Cela comptait pour moi plus que je ne peux l'expliquer. Et s'il y a une leçon dans tout cela, ce n'est pas que la vengeance fait du bien. C'est que le silence ne doit jamais être confondu avec la reddition. Parfois, les gens restent silencieux parce qu'ils sont jeunes, acculés, en deuil, ou simplement en attente d'avoir la force et les preuves pour se défendre correctement. La famille n'est pas définie par qui peut vous revendiquer quand cela l'arrange. La famille est définie par qui protège votre dignité quand vous êtes trop petit pour la protéger vous-même. Et quand cette protection fait défaut, la réponse n'est pas l'amertume et ce n'est pas la violence. C'est la patience, la vérité, les limites, et le courage d'utiliser la loi pour défendre ce qui est à vous. Mon père m'a laissé une maison, mais le plus grand cadeau s'est avéré être la leçon cachée dans la lutte pour la récupérer. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. Le sang sans loyauté n'est pas une famille. Et personne qui profite de votre douleur n'a le droit de qualifier votre respect de soi de cruauté. Si vous avez déjà dû vous battre pour récupérer quelque chose qui n'aurait jamais dû vous être pris, alors vous le savez déjà. La guérison n'a pas toujours l'air douce. Parfois, elle ressemble à se tenir sur sa propre pelouse au lever du soleil, à regarder le mensonge prendre fin, et à enfin rentrer dans sa vie par la même porte qu'ils vous ont autrefois forcé à quitter.